Dans la bouche du président de la Commission électorale nationale indépendante, comme sur les écrans devant lui, le CNDD-FDD s'affiche partout. Le parti au pouvoir est arrivé en tête avec 96,51% dans ces législatives, au taux de participation de près de 99%, reléguant les autres formations en dessous des 2% des suffrages, seuil nécessaire pour siéger à l'Assemblée. Les candidats qui n'ont pas eu 2% au niveau national pour les partis politiques et coalitions des partis politiques, c'est tous les partis politiques sauf le CNDD. Résultat, le CNDD-FDD occupera la totalité des sièges de l'Assemblée. Une annonce qui ne fait pas vraiment rire les autres partis. Si ces élections s'annonçaient sans suspense, ils ne s'attendaient pas à leur exclusion pure et simple de la vie politique. C'est un tournant pratiquement à 180 degrés de la démocratie au Burundi. Les autres partis n'existeront que de nom, sur papier. La réalité qui s'est faite, c'est qu'il y a eu trop d'irrégularités dans les bureaux de vote. Des irrégularités repérées par plusieurs partis d'opposition qui évoquent des votes multiples ou encore des votes forcés. Il y a eu bourrage des urnes. Les élections devraient commencer à 6 heures, mais ceux qui devraient faire le bourrage des urnes avaient commencé déjà à 4 heures. Et après, il y a eu des personnes qui étaient mandatées pour voter pour les autres. D'autres partis, comme le Conseil national pour la liberté, le principal adversaire du CNDD-FDD, avaient dénoncé le jour du scrutin l'emprisonnement arbitraire de ses observateurs. Ce à quoi Société civile pour l'observation des élections, une organisation proche du pouvoir, répond qu'elle avait envoyé plus de 200 personnes pour examiner le vote. Un vote qui, selon elle, a rempli tous les critères démocratiques et de transparence. L'opposition, qui dénonce régulièrement la mainmise d'Évariste Ndiaye-Chimilé, le président depuis 2020, en appelle à la communauté nationale et internationale de ne pas reconnaître ces résultats et de refaire les élections. Ils sont venus du Cameroun, du Mali ou encore de l'Afrique du Sud pour 3 jours de débat sur l'impact des projets de la Banque africaine de développement, en particulier sur les communautés locales, pour faire entendre leur voix. La Banque africaine de développement a échoué dans son objectif principal qui est d'assurer un progrès et une meilleure qualité de vie. Donc l'idée pour nous, c'est d'exiger des réparations déjà à la Banque africaine de développement pour les préjudices, comme j'ai dit, des projets qui ont été mis en œuvre et financés, mais aussi d'appeler à la fin de ce modèle néocolonial et impérialiste. Un des exemples cités par cette société civile est ici, en Côte d'Ivoire, la centrale hydroélectrique de Saint-Grobo-Awati. Un projet à 170 millions d'euros, cofinancé par la BAD, qui doit fournir de l'électricité à 100 000 ménages. Mais au village de Saint-Grobo, les fumoirs à poissons sont désormais vides. On n'a plus accès à aller dans le fleuve. On nous a interdit d'aller, nos frères d'aller pêcher dans le fleuve. Donc maintenant, nous qui achetons sur le poisson, on a repris à avoir du poisson pour pouvoir fumer. On n'a pas eu d'autres activités pour remplacer. Des terres cultivées, une forêt sacrée ont aussi été englouties par le barrage. Les indemnisations n'ont pas été à la hauteur. C'est pas normal, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Donc c'est pas bien fait. On ne pouvait plus retrouver des terres. Avec 30 000 francs, on ne pouvait plus louer la terre et trouver la sémence et tout ça. Et que je n'ai plus ce cacaoyer qui aujourd'hui le kilo à 2200. En construction depuis 2019, le projet est un partenariat public-privé soutenu par le gouvernement ivoirien. Pour ce qui est des indemnisations, il existe, je dirais, des structures où ces populations peuvent s'adresser, mais en général, on ne lance pas ces travaux quand on n'a pas réglé le problème d'indemnisation des populations. Mais en général, les bailleurs ne permettent même pas que les travaux commencent si on n'a pas réglé la question d'indemnisation des populations. Contactés, la BAD et la société IHE, partenaires du projet, n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Le 26 juin 1955, dans le quartier de Kliptown, à Soweto, près de 3000 délégués d'organisations anti-apartheid adoptent la Charte de la liberté. Un texte fondateur qui énumère les principes sur lesquels doit reposer l'Afrique du Sud égalitaire et prospère dont ils rêvent.
50 ans plus tard, le président d'alors, Thabo Mbeki, inaugure au même endroit, sur une place baptisée en l'honneur d'une ancienne figure de l'ANC, Walter Sisulu, et en présence de Nelson Mandela, un mémorial en l'honneur de cette charte qui résonne de nouveau par sa voix. L'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent, noirs et blancs. Le peuple gouvernera. Tous les groupes nationaux doivent jouir de droits égaux. Le peuple partagera les richesses du pays. Des principes qui irrigueront la première constitution sud-africaine post-apartheid, adoptée plus de 40 ans après la signature de la charte, et qui sont retranscrits ici, au cœur de ce phare de briques, où est allumée une flamme censée être éternelle. Aujourd'hui, la flamme du souvenir ne brûle plus à Kliptown. Le site du mémorial est à l'abandon. Il a pourtant été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO l'année dernière. La place de Kliptown est horrible, en état de délabrement, et la situation empire de jour en jour. C'est délabré, détruit et pourri. À la grande époque, un hôtel, un restaurant, un centre de conférences jouxtaient le site. Aujourd'hui, l'édifice qui l'entoure est vide, les commerçants sont partis, le parking souterrain est inondé. Le complexe qui faisait vivre le quartier n'est plus. Ce qui est arrivé à cette place me brise le cœur. Cet endroit me donnait les moyens de travailler, de survivre. Cette place est arrivée à un point de non-retour. Je ne travaille plus. Tout est mort ici. La pandémie de Covid-19 a porté un premier coup sérieux à la fréquentation des lieux. Des émeutes en 2021 ont enfoncé le clou. Aujourd'hui, les touristes se font rares. Cet endroit a joué un rôle important dans notre vie en tant que jeunes. Par exemple, moi, je suis devenu guide touristique. Et c'est ici que j'ai commencé à faire des visites guidées, il y a longtemps. Ça devient un peu difficile car beaucoup de circuits touristiques ne passent plus par le site. Certains se contentent d'un tour en voiture à cause de la configuration des lieux. Certaines personnes trouvent que c'est un peu risqué, dangereux, alors qu'en fait, c'est sûr. La Johannesburg Property Company, qui gère les lieux, a promis de former une équipe pour superviser la régénération de la place, sans donner de calendrier. La délégation de l'Union africaine a pris le temps de rencontrer les acteurs de la vie politique ivoirienne, du côté de l'opposition avec Laurent Gbagbo ou encore la coalition CAPCI, tout comme du côté de la majorité avec le RHDP. Elle a également été reçue par des institutions comme la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel, ainsi que ce vendredi par le président Alassane Ouattara. La délégation de l'Union africaine s'est dite disponible à accompagner la Côte d'Ivoire dans ce processus électoral avec une priorité, la stabilité. La sous-région CEDEAO traverse une zone de turbulence. Vous savez tous le rôle que joue la Côte d'Ivoire au sein de cette sous-région. Et il est important de sauvegarder les acquis au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que j'ai eu à le dire que si demain la Côte d'Ivoire éternise, c'est toute la région qui risque d'être enrhumée. Ici, le climat politique s'est crispé ces derniers mois. Les principaux leaders de l'opposition sont exclus de la liste électorale et donc inéligibles à cause de condamnations ou de décisions de justice. Alassane Ouattara, lui, ne s'est pas encore prononcé sur un possible 4e mandat. Son parti, le RHDP, se réunit la semaine prochaine en congrès pour désigner son candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre. Sur le toit de l'aquarium du Cap, c'est l'heure du petit déjeuner pour les tortues marines convalescentes. Aujourd'hui, on a 1 kilo de nourriture pour Habanero, donc on va lui donner. Salut, grand garçon. Habanero, une tortue kawan de 70 kg, a été retrouvée échouée sur une plage sud-africaine. Il vient d'être opéré pour une infection et entame un long processus de guérison. Talita Noble, à la tête du centre de soins des tortues, prépare les injections du jour. Toutes nos tortues sont gravement malades à leur arrivée. Malheureusement, beaucoup d'entre elles souffrent en cause première de problèmes liés à l'homme, comme l'ingestion de plastique ou lorsqu'elles se retrouvent piégées. D'autres problèmes peuvent en découler, comme des problèmes intestinaux ou des infections pulmonaires.
Comme ce sont des tortues et des reptiles, leur guérison est très lente. Donc les traitements doivent souvent durer des semaines, voire des mois. Les tortues de mer, aujourd'hui toutes menacées, sont en première ligne face aux conséquences de la pollution marine et du réchauffement climatique. L'une des tortues du centre a été retrouvée enserrée dans ce filet de pêche. Quasi toutes ont ingéré du plastique. Tout ce plastique vient d'une seule tortue, et on parle d'une tortue de cette taille. Dans ce centre, l'un des rares en Afrique, l'équipe de soigneurs, soutenue par un réseau de volontaires le long des côtes, donne une chance supplémentaire aux tortues secourues. Dans le grand bassin, Talita s'assure que les réflexes de ses patients restent affûtés sous l'œil émerveillé des visiteurs. La plupart du temps, ce que nous voulons, c'est qu'elles pratiquent des comportements qu'elles feraient dans la nature. Il est tout aussi essentiel d'assurer un suivi des tortues une fois relâchées. Ici, nous pouvons suivre les mouvements de Nobumvu. Nous savons encore très peu de choses sur les zones où les tortues marines aiment passer du temps. Le traçage permet d'en apprendre davantage sur ces espaces de prédilection, ce qui est important pour pouvoir les protéger. Les méthodes de suivi se sont perfectionnées au fil des années. En plus des simples bagues, plusieurs dispositifs existent aujourd'hui. Nous avons des balises satellites qui sont vraiment pratiques car elles permettent de voir en temps réel où les tortues se déplacent. Mais elles sont aussi très chères et ne durent pas longtemps. Et puis, il y a les nouveaux émetteurs acoustiques. L'avantage de ces émetteurs, c'est que leur batterie a une très longue durée de vie, environ 10 ans. Plus de 200 récepteurs ont été installés le long des côtes sud-africaines pour repérer le passage des tortues porteuses de ces nouveaux émetteurs et ainsi mieux comprendre leur comportement dans la région. En un peu plus de 15 ans, le centre a soigné et relâché plus de 100 tortues adultes et 1300 bébés. Son agrandissement est prévu pour 2027. Le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, un bijou d'architecture art déco pour une exposition rare et précieuse. Un panorama radieux et encore méconnu du grand public d'un siècle de peinture figurative panafricaine. Une exposition créée pour élargir les horizons. J'étais très intriguée et en même temps très dérangée par comment la peinture figurative africaine ou panafricaine était présentée ces 10 dernières années avec un regard très restreint. Nos histoires ont tellement été assaillies, sont tellement sous la pression de cette trinité de l'esclavage, la colonisation et l'apartheid, qu'il faut se libérer en fait aussi de cette temporalité-là parce que l'imaginaire africain est beaucoup plus large que ça. L'Afrique et sa vaste diaspora à l'honneur, avec des peintres reflétant leur histoire et leurs contemporains. Des œuvres qui dialoguent, quelle que soit la géographie et l'époque. Du doyen sud-africain de l'exposition Georges Pemba au Congolais Moké, des afrodescendants aussi comme l'américain Kehinde Wiley ou l'artiste dominicaine Sherazade Garcia. Des portraits vibrants et colorés, célébrant ici quotidien, joie, plaisir, lutte, victoire ou spiritualité. Mon travail est lié à l'histoire, à mes racines. Et j'utilise beaucoup de couleurs vives, beaucoup de joie, de festivité pour embarquer le public dans une histoire qui est certes tachée de sang. Mais la seule façon pour nous de surmonter tout ça, c'est en quelque sorte de peindre la fête, comme le carnaval ou la spiritualité. Roméo Mivekanin s'empare de son côté des grands chefs-d'œuvre de la peinture classique. Le peintre béninois revisite ici le célèbre tableau « La blanche et la noire » de Félix Vallotton. Je reprends le même cadrage, la même typologie, les mêmes agencements, sauf que le seul truc qui change, c'est que j'utilise effectivement mon autoportrait. Et dans ce cas-ci, l'esclave, c'est la domestique de maison, ne regarde plus la maîtresse, mais regarde au fait le regardeur, au fait le spectateur. Parce que du coup, au fait, on passe d'un regard subi à un regard critique sur la société. Un regard qui en impose et domine à son tour. Dans cette grande histoire mondiale de l'art, souvent, ce qui a constitué les minorités dans le monde n'ont jamais eu leur place ou leur juste place dans cette histoire.
Des artistes qui, à travers leur propre regard, déjouent les stéréotypes trop souvent assignés à l'identité et au corps noir. Et une exposition qui met en avant la créativité et le dynamisme d'une scène artistique longtemps reléguée au second plan.